Vendredi 1er septembre. L'ordre de départ est arrivé. C'est avec enthousiasme que nous l'avons reçu. Destination inconnue. Excellent cela, pour ceux qui aiment l'aventure. Et toute la journée, on s'affaire. Les sections sont formées. Ray Noël, un grand sergent-chef, qui n'a pas l'air d'avoir sa langue dans sa poche, s'est vu confier par le capitaine le commandement de la 3e section. Il a choisi ses 40 hommes, et j'en suis. On ne sait jamais. Les affaires peuvent se gâter, et elles se gâtent, effectivement, puisque la Pologne est attaquée. Malgré ma promesse de revenir bientôt, je me vois déjà dans les tranchées, encourageant les uns, aidant les autres, méditant quelques coups de main astucieux. À 2 heures ce soir, le capitaine, assez bon enfant, nous a présenté sans éloquence, trop peu peut-être, le fanion de la compagnie. Tout va très bien, telle est notre devise. C'est parfait. Nous prenons nos munitions. Petit à petit, nous sommes chargés comme des mulets et, rassemblés par section et par compagnie, nous restons au garde à vous. Un capitaine ou un commandant, je ne sais plus bien, nous dit quelque chose qui est d'une platitude effrayante. Ça sent à plein nez le fonctionnaire payé, archi-payé, et qui ne croit guère à ce qu'il dit. « L'est pas orateur !» dit le petit chauve, « mais il fait ce qu'il peut. »« Il aurait pu nous dire ça autrement, » reprend Seco, « et faire vibrer un peu la corde patriotique. On dirait qu'ils ont peur de parler de la France. » Et sur ce, on s'ébranle. Les portes de la caserne sont franchies, et nous nous dirigeons vers la gare. Le train ne doit partir qu'à 9 heures. Nous allons donc attendre 3 heures dans la rue. Mais peu importe. Un biffin, qu'est-ce que c'est que ça? Nous passons devant le grand séminaire. Un gendarme colle un papier. Ce sont les affiches à bandes tricolores. Mobilisation générale. Et les voix se sont tues. Un sentiment angoissé étreint tous les cœurs. Des femmes agitent tristement leurs mains aux fenêtres de leur demeure. De petits enfants qui ne comprennent pas encore nous regardent en pensant qu'il doit se passer quelque chose de bien extraordinaire. Le train s'ébranle enfin et nous emporte dans la nuit. Dimanche 3 septembre. Nous avons roulé jusqu'à 10 heures hier soir, tout feu éteint. À Buzy, arrêt. À peine descendus, nous nous sommes étendus sur le bord de la route, exténués, et nous avons dormi jusqu'à 1 heure. Il paraît qu'on a 4 kilomètres à avaler, dit Lucien Girbal de sa voix de stentor. Ça va te faire maigrir, reprend le petit barrier de sa voix chantante d'Aveyronais. Et la colonne repart. Jamais de la vie, le sac ne nous a paru si lourd, si pesant. C'est un calvaire pour des réservistes de porter 40 ou 45 kilos quand ils n'en ont plus l'habitude. Au bout de 2 kilomètres, Pascal claironne. Heureusement que nous sommes motorisés. Qu'est-ce que ça serait si qu'on n'y était pas? Glapit la voix d'Henri qui disparaît sous son harnachement. Vers 3 heures, les 4 kilomètres sont faits. Le brouillard qui monte dans la plaine ne suffit même plus à nous faire oublier la chaleur intense qui nous envahit. On pense s'arrêter et se reposer dans la bonne paille du cantonnement. Mais comme une traînée de poudre, la nouvelle circule. C'est 4 kilomètres plus loin qu'il faut aller. Oh, évidemment, fallait s'y attendre. Et puis dans 4 kilomètres, ce sera encore la même chose. Allez les gars, un peu de courage et on se reposera bientôt. Et sur l'asphalte, des milliers de chaussures scandent à l'infini l'avance de cette marée humaine. Des chiens de garde jappent au loin dans les fermes lorraines. Bref, vers 5 heures, après 12 kilomètres de martyrs, nous sommes arrivés à Dompierre-en-Vèvre. On se repose 4 heures dans les greniers des fermes. À 10 heures, je dis la messe pour le bataillon. Un petit mot court. L'atmosphère est créée, et jusqu'au sortir du camp de Mulsanne, chaque dimanche, presque, je ferai l'aumônier de notre bataillon, n'étant d'ailleurs en cela que le pauvre instrument de la Providence qui savait bien d'avance qu'on ne peut guère compter sur les aumôniers divisionnaires. Ce jour-là, on était surpris, et ce sera la seule fois que la plupart de messieurs les officiers feront l'honneur à notre Seigneur de venir au Saint-Sacrifice. Pendant 4 jours, nous restons à Dompierre, et un matin, j'entends ceci. « Dites, les gars, à combien sommes-nous de la frontière ? 80 kilomètres environ. Savez-vous ce qu'on doit faire aujourd'hui ? » « Non, disent ensemble 20 voix. »« Eh bien, je vous le donne en 100, en 1000. Nous allons établir à toutes les sorties du village un canon de 25, des mitrailleuses et des FM. »« Pourquoi ?
redisent ensemble les 20 voix qui, on ne peut le nier, posaient une question tout à fait raisonnable. Parce que, paraît-il, on craint les engins blindés allemands. Un éclat de rire bruyant accueillit l'explication. Ce n'est pas tout, reprend le gradé qui y croit. Toi, Perrault, qui es de la 5e section, tu iras avec ton groupe t'établir dans la nature pour abattre les parachutistes qui pourraient atterrir. De plus en plus drôle. C'est peut-être ben pour enrayer la guerre éclair, dit le grand Penroux. En tout cas, confirme Bizu, c'est à en perdre son latin. Bien que l'Est soit par là, l'ennemi se trouve partout. Et le gradé, qui jamais n'a raisonné, met fin à toute discussion en disant sur un air de déesse outragée « Peu importe, y a pas à chercher à comprendre, ça c'est militaire et vous n'avez qu'à exécuter. » Nous allons remonter nous coucher quand tout à coup nous restons comme pétrifiés. Une file de chariots remonte le village et marche vers l'ouest. Chariots de réfugiés alsaciens et lorrains, tirés par 2 ou 4 bœufs, chargés de matelas et d'objets hétéroclites, sur lesquels reposent dans une attitude douloureuse femmes, vieillards, enfants. Nous les regardons passer avec une muette stupéfaction, avec un serrement de cœur angoissé. Les soldats, spontanément, sont venus offrir du lait, du pain, ce qu'ils avaient. Plus loin, les chariots transportent des familles entières. Ici, les grands-parents qui voient la 3e invasion de leur terre lorraine. Une femme sur le point d'accoucher. Des petits qui pleurent de lassitude et de froid. Et quand la caravane se remet en marche, tous ces pauvres gens s'enfoncent dans la nuit comme des parias, des épaves, jouets d'un être abominable, pour qui la douleur humaine devient un spectacle de choix. Notre résolution de vaincre un ennemi aussi cruel se fait plus forte. Sur le seuil des cantonnements, des voix rageuses crient presque « Ce salaud d'Hitler, on l'aura bien un jour !» Et 4 fois le soir tombe à Dompierre, et 4 fois ce spectacle affreux se reproduisit, jetant au milieu de notre insouciance sa note tragique d'un réalisme décevant. Avant de monter au grenier et nous étendre dans le foin, je contemple avec mélancolie la jeune maman qui dorlote le petit Jean-Louis, gros poupon de 4 ans, qui ne verra plus son papa dans quelques jours. Les soldats l'amusent. Tout repose à présent, et à mi-voix dans la nuit du grenier j'entends « Oh les gars, je ne trouve plus mon masque, je veux mon masque !» Et André Pailloux s'est relevé et cherche dans le foin l'engin inesthétique qui le protégera contre l'attaque des gaz. Georges Cousin, dans un coin, fume béatement sa dernière cigarette en s'esclaffant de la crainte injustifiée du camarade André. Fin du 2e épisode. Si vous le voulez bien, je vous propose de vous abonner et de mettre un pouce en l'air. En vous remerciant, je vous dis à la prochaine fois pour le 3e épisode.